Bonjour, je vais vous parler donc du refactoring le plus difficile de ma carrière. J'ai mis les slides, là il y a un QR code. Si vous n'avez pas le temps de le scanner maintenant, je le répéterai à la fin. Enfin, il y aura le même slide à la fin avec le même QR code. Je m'appelle Jérôme Petazzoni ça fait un peu plus de 30 ans que je fais du code, dont un peu plus de 20 ans que je le fais professionnellement. Et ça fait... attendez, par contre, je vois pas très bien sur mon écran là, donc désolé, je vais faire une toute petite... petit changement pour... Voilà. Tac. Donc ça fait un peu plus de 30 ans que je fais du code, dont un peu plus de 20 ans professionnellement. Quand je dis professionnellement, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont assez fous pour me donner de l'argent pour ça. J'ai passé exactement 7 ans chez Docker. Techniquement, je crois, il y a eu 7 ans entre le moment où je suis arrivé chez eux et le moment où j'en suis parti. Et les 2 dernières années chez Docker à me battre avec une dépression. Bon, vous imaginez qu'il y a peut-être plein de refactoring intéressants que j'ai fait pendant toute cette période-là. On pourrait parler de containers, du load balancer en Node.js qui coupait les connexions en milieu sans rien dans les logs, etc. Mais tout ça, finalement, c'est des challenges techniques qui sont pas très compliqués. Je vais plutôt parler du challenge de la dépression parce que celui-là a été autrement plus difficile à surmonter. Donc je vais parler de dépression et de burn-out, et pour préciser, je vais parler de ma dépression et mon burn-out, parce que c'est des choses qui vont s'exprimer différemment pour tout le monde. Ce que je vais raconter là, ça n'a aucune prétention à être une vérité absolue sur comment quelqu'un pourrait vivre ça, c'est juste comment ça m'est arrivé, moi. En sachant en plus que je suis informaticien et pas médecin, hein, prenez rien de ce que je vais dire là comme une espèce de vérité médicale ou etc. Hein, on est bien d'accord. Alors, comme je suis quelqu'un d'un petit peu old school, j'ai fait un plan en 3 parties, chronologique, avant, pendant, après. Alors avant, un peu par hasard et je vais dire presque un petit peu par chance, je me suis intéressé au sujet. Mais vraiment par, petite coïncidence, je suis tombé sur un blog post de Greg Bogue, qui est un évangéliste chez Twilio, où il raconte, son combat avec je sais pas comment on dit en français, un désordre bipolaire type 2. C'était une histoire assez passionnante à lire et puis avec des rebondissements assez inattendus et comment dire? Des choses un petit peu difficiles à conceptualiser. Par exemple, quand il explique qu'à un moment où il se sentait vraiment pas bien, et qu'il y a un de ses collègues, je crois, ou un ami en tout cas, qui vient chez lui pour prendre des nouvelles parce que ça fait longtemps qu'il avait disparu de la carte en gros et qu'il se rend compte qu'il a oublié de fermer la porte à clé chez lui et que du coup il se cache sous son lit pour pas que son pote le trouve. C'est des trucs quand on lit ça, ça fait quand même pas mal réfléchir parce que, bah, par ailleurs, il a l'air tout à fait OK comme vous et moi, donc je me dis: «Tiens, c'est intéressant». Ensuite, 2e chose qui m'a fait prendre conscience un peu de tout ça, en 2014, j'étais à une conférence qui s'appelle Scale, c'est une petite conférence Linux pardon, à côté de Los Angeles et il y avait 2 talks, qui m'ont marqué. Il y en a un qui s'appelle Burnout and Ops de Lars Leitonen. C'était un talk extraordinaire. Pour vous donner une idée, à la fin du talk, il y a tout le monde qui s'est levé, qui a applaudi, et son talk était tellement bon qu'il a été invité à redonner le talk à une même conférence en lui disant tu refais le même mot pour mot, on veut ça. Et je suis retourné voir le talk la 2e fois, même bien que ce soit la même chose mot pour mot, parce que ça m'avait beaucoup marqué. Et puis le 2e talk, c'est un truc qui s'appelait Smoke pardon, de Carlos Flores. C'était un truc pour faire comment dire, de la détection d'incidents en bash. L'année d'après, je reviens à la même conférence parce que j'étais dans la région de Los Angeles et puis c'était un peu, je crois que j'ai dû faire cette conférence peut-être 3, 4, 5 années de suite parce que j'aimais bien l'ambiance, la communauté, etc. Et donc j'apprends que Carlos fera plus jamais de talk parce qu'il vient de mettre fin à ses jours après avoir quitté son travail très subitement, quoi. Bon, bien sûr, ça choque un petit peu et puis, je me rappelle quand j'ai appris ça, en fait, je suis rentré dans ma chambre d'hôtel et puis, je me suis assis et j'ai pleuré un bon moment, sans comprendre exactement pourquoi. Parce que le Carlos en question, je l'avais vu une fois l'année d'avant faire son talk. Alors OK, il faisait de la supervision en bash, donc c'est 2 sujets qui me touchent beaucoup, mais j'avais pas un rapport personnel avec lui, donc j'essayais de comprendre, pourquoi j'étais autant ému, en fait, par ce qui s'était passé. Et puis vous savez, des fois, quand on réfléchit beaucoup à quelque chose comme ça, on finit par rationaliser, trouver les raisons du pourquoi, du comment. Et je me suis dit que j'étais probablement concerné, en fait. Parce que moi aussi, je faisais des ops. Moi aussi, j'étais on-call sur des plateformes conséquentes. Moi aussi, avec une pression déraisonnable. Et je me suis dit, j'aimerais pas finir comme lui. Donc, je vais peut-être me renseigner un petit peu sur le sujet.
Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la santé mentale? Et cetera. Donc je commence à lire pas mal d'articles, d'essayer de trouver un peu des sources, c'est pas évident. Je tombe des chiffres, par exemple, qui disent qu'environ un Américain sur 5 souffre d'un trouble mental. Alors on se dit peut-être qu'en Europe on fait mieux, venir en France, on a du fromage, on a du vin, la pétanque, tout ça. Non, on fait pas mieux en fait. Malheureusement, c'est pareil. Il y a par exemple en France, il y a 3 fois plus, de gens qui décèdent par suicide que par accident de la route. Et pourtant on parle beaucoup plus en général de prévention routière que de prévention du suicide. On en parle aussi, heureusement, il faut, mais des fois quand on compare, on se dit: «Tiens, c'est bizarre». Une personne sur 5 va faire une dépression à un moment dans sa vie. C'est 20 quoi. C'est-à-dire que si vous regardez, dans la salle la personne devant, derrière, à gauche, à droite, sur les 5, ça va faire une des 5 qui va vivre ça d'une manière ou d'une autre. Une personne sur 5, à un moment donné, souffre d'un trouble mental. Alors un trouble mental, ça peut être des choses, plus ou moins graves. Ça peut être, entre guillemets, juste de l'anxiété. L'anxiété, ça peut être quelque chose de léger, des fois, qui nous empêche de dormir, et puis ça peut aussi quelque chose de beaucoup plus grave, à tel point qu'on n'arrive même pas à aller travailler ou sortir de chez soi, pour des raisons qu'on est infoutu d'expliquer, quoi. Ça m'est arrivé une fois comme ça d'être dans un grand magasin et juste d'en sortir parce que je le sentais pas. Je pourrais pas vous expliquer ce qui se passait, c'est juste comme ça, il fallait que je sorte dehors, prendre l'air, être assis. Pourtant il y avait rien qui pouvait expliquer ça, c'est comme ça. Donc je lis plein, plein, plein de choses. J'essaie en plus, comme j'ai un esprit un peu scientifique, j'essaie de prendre le côté aussi, biologie, comment ça marche le cerveau, les neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine, tout ça. Je lis donc pas mal de choses, des articles de recherche. Je découvre des choses un peu surprenantes. On comprend mieux le mécanisme d'action, de certaines drogues, type, ecstasy et cetera, que, certains antidépresseurs, par exemple. C'est un peu bizarre. Les antidépresseurs, bah, on pense que ça marche un peu comme ça, mais en fait, on ne sait pas trop. On a des théories. Puis comme globalement, ça aide les gens à aller mieux, ben voilà, on en prend quand même. Il y a quelques vidéos d'un cours de Stanford que j'ai trouvé très 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 instructives, de quelqu'un qui s'appelle Robert Sapolsky et qui, en 2 mots, explique que la dépression, ça a des causes à la fois, biologiques et disons, circonstancielles, et que les 2 peuvent s'alimenter. Donc on peut très bien faire une dépression, bah, parce qu'on a la chimie du cerveau qui est un peu déséquilibrée, on a du mal à être heureux, et puis, on peut aussi faire une dépression parce qu'il nous arrive un truc vraiment pas cool dans la vie, mais après du coup, le fait qu'il nous arrive un truc pas cool, ça fait que ça déstabilise la chimie du cerveau, ce qui fait que c'est difficile d'aller mieux après, et puis c'est difficile de sortir de cercles vicieux. Alors on pourrait penser qu'après avoir, lu je sais pas combien, d'articles, regardé je sais pas combien d'heures de vidéos YouTube, ça m'aurait un peu mieux équipé, pour affronter tout ça. Bah, en fait, pas du tout. Il suffit pas de regarder, 50 heures de films de kung-fu pour savoir se battre comme Bruce Lee, malheureusement. Et un peu plus tard, donc voilà comment ça s'est manifesté pour moi. Je pense que ça a commencé par un emploi du temps très chargé. Je dis: «Je pense que» parce que c'est difficile, d'avoir vraiment les chiffres précis, qu'est-ce qui s'est passé, la rétro complète. Mais je pense que ça a commencé par une certaine charge de travail, on va dire, ou une charge de travail certaine. Entre l'été de 2014 et l'été 2015, j'ai fait à peu près 100 présentations sur Docker, 100 talks. Donc si on fait le calcul, ça fait environ, 2 par semaine en moyenne. Des fois c'était plus, des fois c'était moins. Je suis allé plusieurs fois en Russie, en Chine, au Brésil, en Europe, pas mal de pays en Europe. Alors, ne nous trompons pas, c'était une expérience extraordinaire. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai eu accès, disons, à des gens, des équipes, j'ai eu des conversations que j'aurais jamais eues autrement, donc je regrette rien, mais ça a probablement contribué à me fragiliser un petit peu. En prenant du recul, c'est un rythme de travail, qui était, complètement absurde. Le problème, c'est que quand on est dedans, on s'en rend pas forcément compte, pour 2 raisons, enfin au moins 2 raisons. Il y en a une qui est que le métier d'EVREL ou d'évangéliste ou de choses comme ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, donc on n'a pas trop de chiffres. Quand on fait du développement, en général, on a une vague idée de combien de points on va mettre dans le sprint et de quelles features on va pouvoir implémenter, et cetera. En DevRel, là, on n'avait aucune idée. Bon, normalement, un bon DevRel, il fait combien de talks, combien de blog posts, combien de meet-up? On ne sait pas trop. Donc, il fallait y aller un petit peu au radar. Et puis, donc ça, c'était un élément.
Le deuxième, c'est, ce qu'on appelle, je crois, le boiling frog syndrome, c'est-à-dire, je ne sais pas si ça se traduit en français par le syndrome de la grenouille qui bout, mais il paraît que si vous mettez une, grenouille dans de l'eau froide et que vous la réchauffez lentement, la grenouille ne se rend pas compte qu'elle va mourir d'ébullition, alors que si vous l'achetez dedans, elle se rend tout de suite compte qu'il y a un problème et elle saute, de ça. Je ne recommande pas de faire l'expérience, ça serait moche pour la grenouille. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on se met dans un rythme comme ça de plus en plus intense, quand ça vient petit à petit, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe. Et une fois qu'on y est, pour nous, ça devient la nouvelle normale, quoi. Voilà. Et puis les premiers symptômes un peu plus clairs sont arrivés alors que j'étais en train de préparer un talk. Fin 2015, sachant que j'ai une grosse tendance à me distraire et puis quand il faut faire quelque chose d'important, faire autre chose. Vous allez arriver aussi des fois, vous êtes en train d'un seul coup, vous savez pas pourquoi, vous faites la vaisselle, le ménage, vous rangez et cetera. Puis il y a un pote ou votre compagne ou compagnon qui peut arriver et dire: «C'est quoi le truc que tu es en train de ne pas faire là, que tu devrais faire et où tu fais toutes les autres choses à la place parce que tu veux pas t'y mettre?» Donc c'est un peu tendance à faire ça. Donc je m'étais bloqué mon calendrier comme ça 3 semaines en me disant: «Je prépare ce talk parce que c'est, le talk et il faut pas que je me rate». Et puis au bout de quelques semaines, bah, j'avais rien fait du tout. Pas que je m'étais dispersé, hein, je m'étais genre, enfermé dans un bureau, pas de distraction, rien. Mais j'avais genre une feuille blanche avec, 3 trucs écrits, disant que j'allais faire 3 parties, 1, 2, 3. C'était pas terrible. Donc je vais voir un médecin parce que je me dis: «Il y a peut-être un truc qui va pas là». Et puis en gros, mon médecin me fait remplir un QCM, et puis à la fin me dit: «Bah, vous faites une dépression, passez par la case pharmacie, prenez des médocs». Puis là, j'ai un petit peu de mal à y croire parce que, soyons clairs, hein, j'étais pas du tout malheureux, je me sentais, en dehors de ça, hyper bien. Il y avait juste que j'arrivais pas à sortir ce talk, j'avais du mal à me concentrer, quoi. Et puis je prends un 2e avis médical. Je faisais de la thérapie à ce moment-là et puis, ben, du coup, ma thérapeute me dit: «Écoute, non, je pense pas que tu sois en dépression, essaye juste de faire un peu de sport, tu vois, bois un peu moins peut-être, je sais pas et puis tu vas voir, ça ira mieux». Alors ça m'a l'air un petit peu plus sain comme technique, donc je me dis: «On va faire ça». Et puis quelques jours, avant le talk, il y a tout qui se débloque. J'écris, je sais pas combien de centaines de slides, j'enregistre mes démos, tout va bien, et je sors un talk, bon, qui est peut-être pas le meilleur talk de ma vie, mais c'était du solide. Donc je me dis: «Bon, c'était juste un petit coup de mou ou peut-être que c'était quand même difficile ce talk, c'est pour ça que j'ai galéré». Et donc j'enterre un peu le sujet en me disant: «Tout va bien». Et puis, quelques mois plus tard, le problème revient, sauf que cette fois-ci, en gros, j'arrive plus à m'amuser. Il y a des choses qui normalement, devraient être, hyper agréables et j'arrive, je suis juste là assis comme ça en mode, bon, on s'embête un peu là, qu'est-ce qui se passe? Donc par exemple, ça c'est quelques extraits des tranches de vie. À gauche, une après-midi et une soirée donc sur des fêtes sur des bateaux, avec ma compagne. Normalement, quand on fait la fête sur des bateaux, ça paraît plutôt cool comme ça. Non. Au milieu, pareil, une après-midi à la plage avec des potes, ça devrait aussi être plutôt cool. Non. À droite, des soirées ou journées, après-midi, enfin à Berlin c'est spécial, des choses que normalement j'aime beaucoup aussi, là, non. Et difficile à expliquer, si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous écoutiez votre morceau de musique favori ou que vous mangiez votre plat préféré et en l'impression que vous êtes en train d'écouter de la soupe ou de manger, enfin, ou de boire de l'eau tiède. Voilà, c'est difficile à expliquer, c'est juste comme ça, c'est comme s'il y avait des câbles qui avaient été débranchés et que ça marche plus, quoi. Donc je retourne chez le médecin et là, pareil, le médecin me dit: «Oh, c'est une dépression, prenez des médocs». Alors là, on pourrait se dire: «Tu aurais peut-être dû quand même, l'écouter là, le médecin en question». Sauf que, le médecin en question, en fait, on a eu une espèce de grosse incompréhension. Pour vous donner une idée, ce médecin a cru que j'étais structure engineer, qui construit des ponts, au lieu de software engineer. J'explique à ce médecin aussi que j'avais eu une séparation, mais maintenant que j'étais, avec une nouvelle personne avec qui ça se passait bien, ce médecin avait écrit dans mon dossier que ça se passait pas du tout bien avec ma compagne et que donc c'était sûrement ça la cause de ma dépression et cetera. Donc en voyant ça, je me dis: «Bon, ce médecin est complètement à l'ouest». En plus, on me propose pas du tout de suivi, c'est juste tu prends des médocs, tu reviens dans 2 mois. Je le sentais vraiment pas du tout, donc je me dis: «Non, on va tenter, le plan B». Et je me dis: «Je vais peut-être prendre quelques vacances». Donc je pars quelques semaines en France, on fait un petit tour de Bretagne et de Normandie avec une copine, je rends visite à des potes, enfin, tout se passe très bien. Sur le coup, je me dis: «C'est bon, problème réglé».
Sauf qu'en fait, ça a juste mis en pause les symptômes et dès que je suis rentré, ça a repris de plus belle. Manque de bol. Donc fin 2016, je m'installe à Kansas City. On était parti de San Francisco, bon, longue histoire. On s'installe à Kansas City et là, je me rends compte que je suis devenu hypersensible au bruit. Chaque soir, en fait, le bruit dehors des camions, des voitures, des motos et tout, là, il y avait l'anxiété. En fait, chaque soir, je redoutais, mais la peur du fait que j'allais entendre ça, que ça allait m'empêcher de dormir, que ça allait m'énerver, ça devenait vraiment invivable. Tout devient extrêmement difficile, y compris prendre rendez-vous avec un médecin, histoire de prendre le problème comme ça de front. Parce qu'on appelle, les médecins ils disent non, on ne prend pas de nouveaux patients, non, je ne sais pas trop si on prend votre assurance, rappelez plus tard, etc. Et c'est le genre de truc, bon, quand tout va bien, on s'accroche un peu, on insiste, on rappelle 5 fois et on règle le problème. Mais quand on n'est pas trop en forme, à chaque fois qu'il y a un truc où on a l'impression comme ça d'être mal reçu, on se décourage, on se dit on va jamais y arriver. Finalement, j'arrive à voir des médecins. Là, j'ai un médecin qui me dit: «Bon, je pense que c'est une dépression parce que si, ça et ça, vous devriez, tenter les médicaments». Donc je fais: «OK, on y va». Je commence les antidépresseurs. Donc je vais vous faire un petit retour d'expérience sur les antidépresseurs. J'ai testé 3 versions différentes. D'abord, j'ai testé la fluoxétine, que vous connaissez peut-être plus probablement sous le nom de Prozac. J'ai pris ça pendant 3 mois. Ça n'a à peu près rien fait du tout malheureusement. En fait, j'ai même eu l'impression que ça empirait mon état, mais pas de manière suffisamment forte pour que ça me fasse réaliser que ça marchait pas. Donc au bout de quelques mois, heureusement, j'ai une conversation, avec un ancien collègue. Puis on parle de ça et puis il me dit: «Mais t'as as envisagé de changer de médoc là?» Je fais: «Ah bon, on peut faire ça?» «Bah oui, si ça marche pas, tu changes de médoc et puis il faut itérer en fait, faut tester». Je fais: «Ah OK». Donc je demande à mon médecin: «Dis donc, là ça fait quand même quelques mois, ça va pas mieux, voire pire, qu'est-ce qu'on fait?» Il me dit: «Bah oui, tu as raison, on pourrait changer de médoc». «Ah merci». Donc j'essaye une autre molécule qui s'appelle la mirtazapine. Alors ça, c'était assez rigolo parce que, en fait, j'ai eu l'impression d'un seul coup d'avoir plein d'énergie. Donc je me remets à cuisiner, à faire de la musique, et cetera. Super. Mais en gros, l'impression que ça me donnait, vous connaissez peut-être Iron Man, vous savez, il a une espèce de réacteur là qui lui donne, tout plein d'énergie. Ça me donnait un peu l'impression d'être Iron Man, sauf que mon réacteur, c'était une barre de plutonium qu'on m'aurait mis comme ça dans le derrière. Donc avec l'impression que si jamais ça marchait pas, ça allait exploser à tout moment et que c'était un peu instable. Donc, et puis accessoirement aussi, je me mets à avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup dormir et le réveil le matin est de plus en plus difficile. Bon, je sais pas si c'est un effet positif ou négatif parce que dormir beaucoup finalement c'est pas plus mal. Mais tout ça, je me dis: «Bon, disons c'est bien mais pas top». Et puis, je me dis: «Bon, peut-être qu'il faut continuer à itérer, il faut tester d'autres trucs». Donc je change encore et je teste, donc de la duloxétine, qui est plus connue sous le nom de Cymbalta. Et puis là, je vois une nette amélioration. J'ai l'impression de redevenir un peu moi-même, d'avoir à nouveau envie de faire des trucs rigolos. Et ça, il y a du mieux, globalement, quoi. Alors, pendant toute cette période, le boulot, ça a été difficile. Je continuais à travailler, bien sûr, parce que les arrêts maladie aux US, virtuellement, ça n'existe pas, hein. Donc ma productivité prend une sacrée claque, parce qu'il y a des jours où j'arrive à rien faire du tout. Il y a des jours où, je produis à peu près. En fait, globalement, je deviens réactif et plus du tout proactif. C'est-à-dire que si on m'envoie un mail pour me dire: «Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu peux faire ça?» et cetera, je vais le faire, pas de problème. Par contre, quand il faut être créatif, quand il faut produire quelque chose, là, ça devient beaucoup plus compliqué, il y a plus personne. Heureusement, entre guillemets, comme j'avais eu un rythme super intense avant, j'arrive un petit peu à me comment dire? Vous savez, à planer sur cette lancée, donc il y a pas un impact, conséquent comme ça sur mon boulot, mais c'est quand même pas évident. Et puis je commence en fait à comprendre, ce que les gens veulent dire par, self-care. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi? Qui était un concept qui pour moi était un peu étranger. Il m'a fallu 35 ans avant de commencer à toucher du doigt ce que ça voulait dire. Alors j'ai essayé pareil, plusieurs techniques. D'abord, le côté, esprit sain dans un corps sain. Donc tous les matins, hop, on va à la salle de gym, une demi heure, 3/4 d'heure comme ça, on transpire bien, on touche plus à l'alcool, rien. Soyons clairs, hein, je buvais pas énormément, mais je me dis: «Voilà, on devient, complètement clean». Ça a pas vraiment marché, au contraire.
En fait, parce que je pense que ça m'a bon, le sport, je pense que c'est bien, ça m'a pas fait de mal, mais par exemple, le fait que quand on sortait avec ma copine, bah, au lieu de prendre une bière, tu prends un coca ou un truc comme ça, je pense que ça aide pas. Parce qu'une petite bière, ça fait pas de mal, mais s'en priver, du coup, je pense que ça me faisait un petit peu de peine. Du coup, je tente, la technique un peu inverse. Je dis: «Je vais essayer de me faire un peu plaisir». Refaire des choses, qui sont fun, quitte à me forcer un peu. Alors c'est un petit peu un cocktail de choses. J'ai essayé, hein, de me remettre un petit peu aux jeux vidéo. C'était pas évident parce que, par exemple, quand on est censé bosser, mais que ça fait 2 heures qu'on est sur chasse-neige et qu'on n'a rien foutu et qu'on se dit, «Je vais faire une pause de 20 minutes pour jouer aux vidéos», on se sent quand même un peu merdique. Mais en même temps, ça après cette pause, ça va mieux, on arrive à s'y remettre et à produire quelque chose. Donc finalement, ça s'équilibre. Les bouquins, ça m'a énormément aidé parce que depuis tout petit, en fait, pour moi, lire, c'est un truc, noble, mais peu importe ce qu'on lise. Donc en l'occurrence, j'ai dû avaler je sais pas combien de milliers de pages de SF, à cette période-là. Et pareil, quand je sentais que j'étais assis à mon bureau et que là, je produisais rien, ça avançait pas, bah, j'allais m'asseoir avec un bouquin et puis, je lisais, 10 minutes, 10 heures, enfin le temps qu'il fallait jusqu'à ce que je me sente à nouveau OP, et prêt à rattaquer. Et puis j'ai fait pas mal de projets aussi, comment dire, des hobbies quoi, donc bricoler avec des Raspberry Pi. Je me suis mis au violoncelle, je me suis acheté des platines, je me suis mis un peu à mixer, enfin, en me disant, voilà, il y a pas de, comment dire, pas de complexe. De toute façon, si je veux aller mieux, il faut que je fasse des choses, qui me rendent un petit peu heureux parce que sinon je serais incapable, d'être à nouveau, 100 fonctionnel. Et puis je me suis rendu compte aussi que, les amis, c'était important. Alors ça paraît un peu, bête à dire comme ça, mais que j'avais vraiment besoin d'être entouré par des gens. Et donc ça c'est le petit détail, mais cette photo, par exemple, c'est, des amis qui sont venus nous voir pour le réveillon, donc fin 2016. Pour la première fois, bah, j'ai recuisiné, j'ai fait des magrets de canard, c'était super et ça m'a fait comprendre, en fait, que j'avais besoin de ça, en fait, autour de moi. Ma compagne m'a énormément aidé, supporté pendant tout ce temps-là, mais même ça suffit pas. En fait, il fallait quand même aussi que j'ai des gens, d'autres personnes comme ça pour interagir et du coup, je prends comme ça la décision de partir de Kansas City et aller vivre dans un endroit où j'aurai un tissu social un peu plus important. Alors tout ça, c'est ce qui a marché pour moi, c'est-à-dire les ficelles qui ont marché pour moi, mais on est évidemment, tous différents et donc pour moi, une des clés, ça a été finalement de redécouvrir ça, de réapprendre, les choses qui me faisaient aller mieux, mais j'imagine que pour chaque personne, ce sera des choses différentes et qu'il y a peut-être des gens pour qui ça aidera pas forcément plus que ça. Alors j'avais un petit peu stabilisé la situation, je me ressentais à nouveau productif, enfin j'avais l'impression vraiment d'avoir récupéré la productivité que j'avais avant. Je me disais: «Bon, c'est entre les médocs, le fait de, entre guillemets, «se forcer» un peu à faire des trucs fun», ça stabilisait et puis, au bout en été 2017, par le plus grand des hasards, je passe le MBI, Maslach Burnout Inventory. C'est un test qui a été conçu par Christina Maslach, qui est, au burnout ce que Einstein est à la relativité, en gros. Donc qui a fait plein, plein, plein de recherches sur le burn-out et qui a conçu ce test pour, estimer un peu si on est en situation de burn-out. Alors c'est pas un truc binaire 0-1, c'est un truc qui vous donne 3 échelles, et il y en avait 2 sur lesquelles j'étais dans le rouge, mais alors, comme il faut. Donc là, du coup, je me dis: «OK, finalement, alors est-ce que je suis en dépression? Est-ce que je suis en burn-out?» J'ai pas l'impression d'être en burn-out, mais bon, finalement, peut-être que si. Donc je recommence à apprendre plein de trucs, à lire plein de docs et essayer de comprendre. Pareil, il y a une copine qui me dit, «Non, mais en fait, le burn-out, c'est la dépression du riche, quoi. C'est la manière un peu politiquement correcte, d'appeler une dépression». Alors c'est pas tout à fait ça. C'est vrai que si on fait le diagramme entre les 2, il y a beaucoup de recouvrements, mais il y a quand même des choses différentes. Et donc après avoir beaucoup réfléchi, je prends la décision d'arrêter de bosser. Simplement, je repense au Carlos dont je parlais au début là, j'ai pas envie de rage quit, et puis de me foutre en l'air 2 semaines plus tard. Du coup, je réfléchis soigneusement, ben, comment je vais m'arrêter à travailler. Bon, alors ça a été un peu à géométrie variable. J'ai eu un soutien, mais énorme de toute mon équipe directe à l'époque chez Docker. Par contre, les RH,
on pourra en parler off, hein, mais c'était pas trop ça. J'ai aussi essayé donc avec les médecins, c'est compliqué, hein. Je disais que les arrêts maladie, je disais entre guillemets: «Ça n'existe pas aux US», c'est pas tout à fait vrai, mais en gros, quand j'ai demandé à mes médecins ce qu'ils pouvaient faire pour m'arrêter, ce que j'ai cru comprendre en substance, c'est que tant que j'étais pas en train, justement d'essayer de me foutre en l'air ou en train de baver par terre, ils me considéreraient pas, inapte à travailler. Donc il y avait rien à faire de ce côté-là. Bon, OK. Donc après plusieurs mois, en train d'essayer de chercher du côté des médecins, des RH et cetera, je décide de démissionner et je pars donc, février 2018 de chez Docker. Ce qui me fait beaucoup réfléchir après coup, c'est que, j'ai pu faire ça uniquement parce que j'avais quand même pas mal d'argent de côté. Et que si jamais j'avais pas eu cet argent de côté, je sais pas du tout ce que j'aurais fait. J'en ai aucune idée. J'espère trouver, une autre solution, mais je sais pas. Peut-être qu'en France, ça aurait été plus facile, peut-être que j'aurais pu plus facilement avoir, j'en sais rien moi, un arrêt maladie, une rupture conventionnelle, je sais pas du tout. Mais en tout cas, aux US, la situation était pas très rose. Sans ce matelas de sécurité, ça aurait été un peu la grande inconnue. Alors comment ça se passe après? J'ai pris, disons quasiment 9 mois, presque sans travailler. Enfin, pendant ces 9 mois, j'ai quand même fait 2 formations, mais c'était un peu pour se mouiller les pieds avant pour me donner une idée, est-ce que j'ai envie de faire ça plus tard? Je me suis remis à avoir des projets perso. J'ai créé un projet qui s'appelle Griod, en utilisant des launchpads. C'est une espèce d'instrument de musique un peu bizarre. Ça m'a permis de remettre un peu les mains dans le code parce que quand j'ai arrêté de bosser, j'étais vraiment en train de me dire: «Est-ce que j'aurais toujours envie de faire ce métier ou est-ce que je vais partir, élever des chefs dans le Larzac, quoi?» La bonne nouvelle, c'est qu'au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que j'aimais toujours écrire du code, que j'aimais toujours les challenges associés à ça et ça a été franchement un gros soulagement. J'ai eu énormément de chance parce que j'ai aussi parlé avec, plein de gens, j'ai pas envie de dire des centaines parce que ça ferait peut-être un peu, exagéré, mais des dizaines, sans problème, qui ont eu des histoires beaucoup moins avec des fins entre guillemets «beaucoup moins heureuses», enfin dans le sens où ça a demandé des changements, des bouleversements beaucoup plus considérables dans leur existence. Changer de boulot, changer de carrière, changer de domaine, changer de ville, voire de pays pour, redémarrer, dans autre chose de complètement différent. Hem et puis, même si ça va beaucoup mieux maintenant, globalement, il y a que j'ai quand même moins d'énergie et puis, de temps en temps, je sens que ça va, comment dire? Qu'il y a un petit coup de mou. Hem, la différence, c'est qu'au lieu de faire comme avant en mode: «Bon, de toute façon, on force un peu, ça va aller, ça va passer», vous savez, les gens qui disent, «Je dormirai quand je serai mort», malheureusement, en général, leur espérance de vie est beaucoup plus courte. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont dormir plus vite, mais la mauvaise, voilà. Donc maintenant, non, quand ça va moins bien, je me repose. Quand il y a une journée où j'ai pas envie de bosser, je bosse pas parce que finalement, maintenant je travaille à mon compte. Donc ce qui compte, c'est pas le présentiel. Ce qui compte, c'est pas le nombre de jours que je fais par semaine. C'est ce que je livre au final. Il y a une étude il y a pas longtemps là qui a été faite, je sais plus si c'est Microsoft Japon ou un truc comme ça. Ils sont passés des journées de 4 jours au lieu de 5 et ils ont augmenté la productivité, mais genre, d'un pourcentage à 2 chiffres. Ça fait pas mal réfléchir. Bon, je suis pas là pour convaincre de tout ça, mais juste dans mon cas, au moins, je me dis: «Ça sert à rien d'essayer de se forcer à faire N jours par semaine, c'est pas ça qui compte, c'est l'output final qui compte». Alors qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant? Ce qui m'aurait peut-être aidé, ce qui m'aurait permis de prendre des raccourcis dans tout ce processus, c'est que finalement la dépression, c'est une maladie comme une autre. Donc on peut pas vraiment dire à quelqu'un, «Bon allez bonhomme, secoue-toi un peu les fesses, ça va aller mieux». Si jamais quelqu'un, a, la grippe, ou le diabète ou un truc comme ça nous viendrait pas à l'esprit de lui dire: «Bon allez, secoue-toi un petit peu, ça ira mieux». La dépression, c'est pareil en fait. C'est que, c'est plus difficile. C'est plus difficile, pour nous en fait à accepter parce qu'on est quand même, très souvent dans l'informatique des esprits, scientifiques. Donc on aime bien savoir que, le serveur de base de données est tombé parce qu'il y avait plus de place disque, parce que les logs ont fait ci et ça, enfin c'est scientifique. Quand on se casse le bras, on voit: «Bah oui, il y a 2 morceaux là, donc c'est cassé monsieur». La dépression, c'est plus difficile parce qu'on peut pas prendre une radio du cerveau pour se rendre compte qu'il y a un truc qui est cassé. Il y a effectivement des histoires de neurotransmetteurs, de biologie du cerveau et cetera, mais malheureusement, c'est pas des choses qu'on sait mesurer, de manière efficace pour l'instant. Donc on est obligé de faire des suppositions, d'y aller un petit peu par effet de bord, c'est pas très pratique.
On peut quand même être data driven. Ça, c'est un mood chart. C'est un truc où je marque jour après jour, en gros, comment ça allait ce jour-là. Et puis j'essaye aussi de marquer les événements importants. Alors c'est un truc qu'on fait de manière complètement ad hoc et custom. C'est-à-dire que le premier que ma psy m'avait filé, je lui ai dit, écoute, là, les échelles sur 10, franchement, est-ce qu'aujourd'hui c'était un 6 ou un 7, j'en sais rien. Est-ce que je peux faire une échelle sur 5? Il m'a dit, bah bien sûr, tu mets l'échelle qui va bien. Tu peux même mettre un truc avec juste plus, moins. L'important, en fait, c'est de garder un peu jour après jour pour se faire une petite idée et puis de faire des corrélations. Et après coup, une fois qu'on fait la corrélation, on fait ah bah oui, ce jour-là j'ai fait ça et c'était super, ou ah bah non, ce jour-là il s'est passé ça et c'était pas super du tout. Après coup, on se dit c'était évident, mais ça m'a permis de découvrir quelques petites choses comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, dépression et burn-out se ressemblent beaucoup, mais sont pas la même chose. Et le burn-out, surtout, c'est pas que de l'épuisement. J'avais cette image du bon bah le burn-out, c'est quand on travaille 60-80 heures par semaine, etc. Non, pas forcément. Ça peut aussi être une inadéquation entre le boulot qu'on fournit et les récompenses qui sont associées. Et ça arrive beaucoup dans les personnels médicaux qui doivent s'occuper d'autres gens. Alors moi, j'étais pas vraiment personnel médical, mais mon boulot, c'était quand même d'aider les gens à faire des choses avec les containers. Et je me mettais un peu là-dedans à fond. Et j'ai eu souvent plus de, comment dire, de remerciements de la part de la communauté que de la part de ma hiérarchie. Donc je pense que tout ça, ça jouait un petit peu aussi. Voilà, les différentes sources de choses dans le burn-out. On a des outils pour mesurer ça, comme le Maslach Burnout Inventory. Je vous conseille d'y jeter un œil. Et puis surtout, c'est des choses qui sont très courantes, beaucoup plus que l'on ne le croit, surtout dans nos métiers. Alors, je pense que finalement, enfin, je dis surtout dans nos métiers, c'est peut-être aussi courant dans d'autres métiers. Je pense que en informatique, c'est des choses qu'on va voir arriver beaucoup parce qu'on a quand même beaucoup d'entre nous qui vont être un peu au service d'autres gens, on est là en support pour d'autres personnes. On veut que ça se passe bien. On veut que quand on est plateforme, on veut que les devs, ça se passe bien, infrastructure, on veut que la plateforme, ça se passe bien, etc. Donc on se met sur un terrain propice à ces problèmes-là. Une autre chose aussi, je parlais tout à l'heure des antidépresseurs. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça n'a pas été le fin mot, mais ça m'a beaucoup aidé. Et puis il y a beaucoup de gens qui vont avoir un a priori négatif avec ça. Même moi au début, peut-être que la première fois quand on me les a proposés, je me disais: «Non, je j'ai pas besoin de prendre d'antidépresseurs, il y a que les malades qui font ça». Oui, mais j'étais malade en fait, donc ça m'aurait peut-être vachement aidé. Il y a en fait, il y a beaucoup de gens, je pense dans cette salle, on doit être, je sais pas combien, mais il y en a beaucoup qui, tous les matins dépendent d'une certaine molécule pour être capable, d'être efficace au boulot et c'est une molécule qui est hautement addictive, c'est-à-dire que si vous vous en privez, mais vous seriez mais en chien. Cette molécule, c'est la caféine et pourtant, personne regarde la caféine comme une drogue, alors que la caféine, c'est un truc qui a des effets psychoactifs forts, qui est hautement addictif, et ça ne nous pose pas de problème d'en prendre. Donc je vous invite à repenser un peu à ça si vous avez des idées comme ça sur les antidépresseurs, bah dites-nous en fait que c'est quelque chose qui peut nous aider à aller mieux. Parfois on a de la chance, c'est juste pour réamorcer un peu la pompe, pour à nouveau reprendre du plaisir aux choses et que tout aille bien. Et puis des fois malheureusement c'est un truc dont on va avoir besoin toute notre vie, bah, tout comme les diabétiques ont besoin d'insuline par exemple, tout comme bah, plein de gens ont besoin comment dire, d'une forme d'aide à vie pour avoir une vie normale. Voilà. La thérapie aussi, ça c'est super utile. Pareil, j'avais un petit peu d'a priori, au départ dessus en me disant: «Bah, la psychothérapie, bah, c'est pour les malades». Non, j'ai reforgé un peu mon idée là-dessus, de la manière suivante. Je pense que c'est un peu comme la salle de sport. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous allez au boulot tous les jours à pied, que vous montez les escaliers et cetera, que vous avez un style de vie actif, vous avez pas vraiment besoin d'aller à la salle de sport. Vous pouvez si vous voulez, mais pourquoi pas. Par contre, si vous prenez la voiture pour aller partout, parce que vous n'avez pas le choix, l'ascenseur, parce que vous n'avez pas le choix, parce que c'est au 15e, donc le 15e à pied, c'est mort, etc. Donc si vous avez un style de vie beaucoup plus sédentaire, qu'en plus vous voyagez et que bah, quand on voyage souvent on mange un peu ce qu'il y a, c'est plus difficile de manger sain, bah, à ce moment-là la salle de sport ça peut peut-être vachement aider. Bah, je pense que la thérapie c'est pareil, il y a des gens qui ont la chance d'avoir, je sais peut-être disons un entourage ou des interactions qui font qu'elles n'ont pas forcément besoin de thérapie et il y a des gens pour qui au contraire ça peut être salvateur. Voilà.
D'autres choses, en moyenne, les situations de burn-out et de dépression sont beaucoup plus difficiles dans les startups. Je ne veux pas dire de manière, manichéenne, les startups c'est mal et cetera, mais tout simplement parce qu'il y a des équipes qui sont plus petites, donc on a plus la pression, si jamais on s'absente et que ça va pas, en fait, il y a beaucoup plus de gens, comment dire? À l'inverse, il y a beaucoup moins de gens pour reprendre la charge de travail. Il y a moins d'argent, donc pareil, un départ, un arrêt maladie, c'est plus difficile à gérer. Et puis on a moins de repères, moins de points de comparaison. Alors que dans des grosses boîtes, on peut faire des chiffres, un peu des stats, voilà. Alors pour conclure, le rôle de l'entourage est vital. On est des êtres humains, on est des créatures sociales. On a besoin d'un entourage, même si on est un introverti, et cetera. Mais au moins de temps en temps, parler avec quelqu'un, c'est important. Donc ça veut dire que pour moi, c'est important d'avoir besoin de trouver des gens avec qui on va pouvoir vider son sac de temps en temps. Et à l'inverse, il faut aussi essayer d'être à l'écoute des autres, voir ce qui se passe, hein, comment ça se passe pour eux. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais de temps en temps, essayer de prendre des nouvelles de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, savoir comment ça se passe. C'est des petites choses comme ça, c'est un peu difficile à faire au début, mais franchement, ça peut aider énormément. Cette présentation n'est malheureusement pas, un vaccin, contre la dépression et le burn-out, si seulement. Mon but, c'était de vous raconter un peu mon histoire par rapport à ça, ce qui m'est arrivé, dans l'espoir que ça va peut-être vous donner envie d'en savoir un petit peu plus, peut-être de comprendre la situation d'autres personnes. Voilà, c'était tout ce que je voulais apporter aujourd'hui. Merci beaucoup. Voici le lien vers mes slides, si ça vous intéresse. Il y a quelques slides en plus dedans, des speaker notes et cetera. Voilà, merci encore.